Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. « 26 mars 1998. 7h du matin. Sur RTL, c'est l'heure des infos. La radio luxembourgeoise ouvre son journal avec un scoop. Le tueur de la Bastille a été identifié. Il s'agit d'un dénommé Guy Georges, déjà connu des services de police. Au 36 quai des Orfèvres, la patronne de la crime, Martine Monteil, convoque aussitôt une réunion de crise. Si le tueur de l'Est parisien apprend que les flics sont à sa recherche, il risque de disparaître dans la nature. Ordre est donné à tous les agents qui sillonnent les rues parisiennes de redoubler de vigilance. Il faut serrer Guy Georges avant qu'il ne se fasse la malle à l'étranger. 9h45. 7e arrondissement de Paris. Guy se rend au foyer Saint-Vincent-de-Paul, situé au numéro 9, rue Claire. Il est venu récupérer son RMI. On le fait patienter. Un certain monsieur Sanderson veut s'entretenir avec lui. Guy flaire le danger. Il se barre sans demander son reste et va prendre un café à l'angle de la rue, les yeux rivés sur le 9 de la rue Claire. Quelques instants plus tard, il voit les keufs débarquer et s'engouffrer dans le foyer. Il comprend que les keufs sont à ses trousses. Il disparaît dans le métro et réfléchit à une issue. Il pourrait voler une moto pour s'enfuir en Espagne. Les poulets viennent tout juste de l'identifier. Il a encore le temps de s'organiser. 12h45, 9e arrondissement. À l'embouchure de la rue Pierrefontaine, donnant sur la place Blanche, le lieutenant Bernard Badevant et son binôme, Karim El Sayed, planquent. Dans la voiture banalisée, la fébrilité est palpable. Les deux agents de la PJ jettent nerveusement des coups d'œil à la photo judiciaire de Guy Georges. Ils ne veulent pas louper ce salopard si jamais il se pointe. Derrière le pare-brise, la bouche de métro blanche avale et recrache les Parisiens. Tout à coup, un type rablé à la peau noire surgit de la station. Badevant et El Sayed n'ont pas besoin de se concerter. Ils l'ont reconnu. Ils ont Guy Georges en ligne de mire. Guy traverse le boulevard de Clichy, casque audio sur les oreilles. Il écoute Hendrix, son idole. Il ne voit pas les deux flics qui arrivent sur lui et prend leur rage, en pleine gueule. Il se retrouve projeté contre la vitrine du Monoprix qui fait l'angle. Son crâne s'ouvre, il pisse le sang. Badevant et El Sayed traînent Guy Georges à l'intérieur du Monoprix. Au milieu du rayon pharmacie, cet enfoiré continue de clamer son innocence. Les flics trouvent qu'il ne manque pas d'air. C'est pourtant bien sa gueule sur la photo. Le lieutenant Badevant lui fourre le mandat d'arrêt sous le nez. Son compte est bon. Il n'y a plus qu'à attendre les renforts. Badevant et El Sayed exultent. Ils viennent d'interrompre l'itinéraire sanglant d'un des pires tueurs que la France ait jamais connu. Paris peut enfin reprendre son souffle. Guy voit le jour à Vitry-le-François, dans la Marne, le 15 octobre 1962. Penchée au-dessus de son berceau, en guise de bonne fée, sa mère, Hélène Rampillon, aurait préféré que ce ne soit pas le cas. Hélène est entraîneuse de bar au Blue Moon, l'un de ces bistrots américains qui ont poussé comme des champignons autour des bases de l'OTAN. Pour arrondir ses fins de mois, elle fait aussi un peu la pute. C'est comme ça que George Cartwright, le cuistot d'une compagnie établie à Marly-le-Roi, la met en cloque. Le GI rentre dans ses pénates 2 semaines avant la naissance de Guy. Hélène se retrouve avec un marmot sur les bras. Et elle n'en veut pas. Alors elle demande à ses parents de prendre l'enfant. C'est la 2e fois. Mais Guy aura moins de chance que son frère aîné.
Les parents d'Hélène refusent d'accueillir ce garçon à la peau foncée. Après plusieurs passages chez des nourrices que sa mère ne paie pas, il est confié à la DAS le 9 mai 1963. Il n'a même pas 6 mois. Le 4 juin 1963, la DAS du Maine-et-Loire le place chez les Morins, une famille d'accueil qui habite un village entre Angers et Saumur, et qui compte déjà 5 enfants. C'est Jeanne, la mère, qui fait la démarche de recueillir un enfant noir, après avoir vu la misère dans laquelle grandissent les enfants africains. Le 2 février 1966, la DAS décrète l'état d'abandon de Guy Rampillon. Les courriers adressés à sa mère sont restés sans réponse. 2 ans plus tard, en février 68, l'administration change son état civil. Elle substitue à son nom de naissance le second prénom qu'il porte, en hommage à un père qui ne l'a jamais reconnu et qu'il ne connaîtra jamais. Guy Rampillon s'appellera désormais Guy Georges. Guy est le seul noir du Maine-et-Loire. On le surnomme Boule de neige ou le Négrillon. Guy n'aime pas se plaindre, alors il souffre en silence. Malgré les nombreux frères et sœurs qui l'entourent, 7 des Morins et 13 de la DAS en tout, Guy s'isole. Il passe le plus clair de son temps libre dans les bois qui entourent la maison. Il se prend de passion pour la chasse à laquelle il s'adonne en solitaire. Il pose des collets et tue des poules d'eau au lance-pierre. Surtout, il apprend à dépecer les animaux avec le couteau qu'il porte toujours sur lui. Traquer et donner la mort lui procure un plaisir indéniable. Guy s'identifie à Joe l'Indien, le méchant dans Tom Sawyer. Tout comme lui, personne n'aime Guy. En juin 1975, Guy Georges est examiné par une psy du service de prophylaxie mentale de Saumur. Sa boulimie, l'extrême violence dont il fait preuve envers ses camarades d'école et son incapacité à s'intégrer dans le milieu scolaire inquiète. La psy y voit le symptôme d'un trouble affectif chez cet enfant trop défensif, frappé d'une certaine nonchalance. La psy note également que Jeanne Morin, la mère nourricière de Guy Georges, ne semble pas le connaître et ne lui offre pas l'attention et l'affection dont il aurait besoin. Seul compte la réussite scolaire et la propreté. Au point où Jeanne lui donne encore la douche alors que Guy Georges a 12 ans. Automne 1976. Guy a 14 ans et il étouffe au milieu de ses sœurs. D'autant plus que sa mère nourricière le punit à la place des filles et qu'il déteste les tâches ménagères qu'elle lui impose. Il se réfugie de plus en plus dans la forêt. Il affine ses compétences de chasseur en piégeant du petit gibier. Et il s'apprête à passer à des proies bien plus importantes. D'abord, Roselyne Desruineaux, l'aînée des 4 filles confiées aux Morins par la DAS. Bien qu'elle ait 22 ans, Roselyne est une proie facile. Elle est handicapée mentale. Ce jour-là, on la chargeait d'aller déposer les poubelles à la décharge du village. Guy va se poster derrière un buisson sur son chemin. Comme à la chasse, il attend patiemment le moment opportun. Et tandis que Roselyne le dépasse, il bondit et l'étrangle par derrière de toutes ses forces. Mais sa sœur a le dessus. Elle parvient à se libérer et à s'enfuir. Guy ne s'explique pas son geste. Le père Morin lui passe un savon et la mère Morin l'éponge. Mais il n'a plus le droit à l'erreur. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 1er avril 1978. Guy Georges est placé en observation au foyer départemental de l'enfance à Angers. La veille, il a voulu étrangler Christiane Desruineaux, la sœur de Roselyne, avec le pied en fer d'un tabouret. L'adolescente ne s'en est sortie qu'en mordant jusqu'au sang la main que Guy avait plaquée sur sa bouche pour l'empêcher de crier.
Le 15 novembre, il est placé au foyer de la Marmitière, à Saint-Barthélemy d'Anjou, un centre d'observation, d'orientation et d'éducation pour l'enfance en difficulté. Le 6 février 1979, à l'occasion d'une fugue, il tente d'étrangler une jeune femme de son âge, dans les bois de Saint-Barthélemy d'Anjou. Il écope d'1 semaine de prison. Le 5 mai 1980, il agresse une Angevine de 24 ans dans son ascenseur pour lui voler son sac à main. Il n'hésite pas à la frapper plusieurs fois au visage. Le 16 mai, il s'attaque à une trentenaire, à Angers toujours. Comme pour sa précédente victime, il la prend au piège dans l'ascenseur pour lui voler son sac à main. La jeune femme résiste. Il lui entaille la joue avec son couteau. C'est la première fois qu'il fait usage d'une arme blanche. Le 17 mai 1980, il est condamné à 1 an de prison. Il fête ses 18 ans derrière les barreaux. Guy sort de Fleury le 10 février 1981. En 9 mois de tôle, il n'a pas réussi à comprendre les raisons qui l'ont poussé à agresser 5 femmes en 4 ans. À l'automne 1981, il monte à Paris rejoindre un pote de foyer. La capitale lui fait du charme. Il caresse du regard toutes ces femmes dont le style fait des émules dans le monde entier. C'est l'abondance. Guy a l'embarras du choix. Dans la jungle parisienne, il retrouve ses réflexes de chasseur. Et désormais, ses proies n'ont plus rien à voir avec le petit gibier des bois de l'Anjou. Ce peut être n'importe quelle jeune femme qui lui tape dans l'œil au détour d'une rue. Celle-ci, par exemple, qui vient tout juste d'entrer dans son immeuble et à qui il emboîte le pas. Ce 16 novembre 1981, Nathalie se rend chez son médecin dans le 14e arrondissement de Paris. À la fin de ce rendez-vous, elle saura si elle attend un enfant ou non. Elle n'a que 18 ans, mais cette nouvelle la remplirait de joie. Ce serait le début d'une vie de famille digne de ce nom, avec son futur mari. En grimpant dans l'ascenseur, Nathalie tombe nez à nez avec un homme à la peau noire qui ne décroche pas un mot. Mais tandis que les portes se referment, Nathalie éprouve une douleur fulgurante à la poitrine. L'homme vient de lui porter un coup de couteau au niveau du sein droit. Guy envoie l'ascenseur au 2e sous-sol. Sa victime tente de le repousser. Il lui entaille le cou et la traîne à l'abri des regards pour qu'elle lui fasse une pipe. En guise d'argument, il enfonce une 3e fois la lame dans sa chair en plein dans le bide. Nathalie supplie son agresseur. Elle est enceinte. Mais l'homme reste sourd à ses prières. Elle fait face à un monstre dénué de toute humanité. Il la force à s'allonger sur l'escalier et découpe ses vêtements au couteau. D'abord le soutien-gorge, entre les bonnets, puis sa culotte, sur le côté droit. Un vrai rituel. Nathalie n'est que douleur et terreur. Elle perd connaissance alors que l'homme s'allonge sur elle. Guy remonte son froc. Il regarde ce corps pantelant qui lui fait penser au gibier qu'il prenait dans les bois enfant. À présent, le temps est venu de la mise à mort. Je vais te tuer. Guy frappe sa victime une dernière fois à la gorge. Il empoche l'argent du porte-monnaie et se tire, laissant la jeune femme pour morte. Mais Nathalie respire encore. Peut-être que la vie qu'elle porte lui donne-t-elle un sursaut. Elle trouve la force de se traîner jusque chez son médecin. Elle en réchappe de justesse après une opération de 4 heures. Les flics du 14e arrondissement lui rendent visite sur son lit d'hôpital. C'est la seule fois qu'elle sera interrogée. En 8 mois, Nathalie n'a jamais été convoquée. Aucune photo judiciaire ne lui a été présentée. Aucun relevé d'empreinte, portrait robot ou expertise n'a été effectué. Le 23 juillet 1982, elle reçoit un courrier du parquet de Paris. Affaire classée. Guy retrouve pourtant la tôle le 2 février 1982. Mais pour vol et tentative de vol. Retour à Fleury-Mérogis. À sa sortie,
Il n'est plus question pour lui de se faire gauler pour un truc qui lui rapporte si peu. Alors il tapine sur le boulevard de Clichy à Pigalle. Il prend 200 balles pour une passe. Ses 19 ans lui assurent le succès auprès d'hommes plus âgés. Ses pulsions ne le quittent plus. Le 7 juin 1982, dans la nuit, il s'attaque à une jeune femme avenue Foch, dans le 16e. Il la force à lui faire une pipe sous la menace de son couteau, mais la jeune femme résiste. Il lui entaille la gorge, lui faisant perdre connaissance. Il lui tapote la joue pour la faire revenir à elle. « Chérie, réveille-toi ». Sa victime hurle au secours. Guy prend ses jambes à son cou. Derrière lui, il entend le gardien de l'immeuble lâcher son chien. Le molosse le rattrape et referme ses mâchoires sur sa sacoche. Guy s'en sépare et poursuit sa course. Arrivés sur place, les flics fouillent la sacoche perdue. Ils y découvrent un billet de sortie de la prison de Fleury-Mérogis au nom de Guy Georges. L'agresseur refait surface alors qu'il vient de sortir de prison. Il a été pris en flagrant délit de vol de voiture le 27 juin 1982. Les flics le cuisinent, mais Guy Georges nie tout en bloc. Il n'était pas présent sur les lieux. Il a d'ailleurs un très bon alibi. Il était avec Chantal, la femme d'un pote qui pourra le confirmer. Mais Chantal refuse de se mouiller. Et sa victime le reconnaît, bien qu'il se soit fait pousser la barbe pour la tromper. Guy Georges prend 18 mois de prison pour attentat à la pudeur commis avec violence ou par surprise et sous la menace d'un couteau. Guy s'en tire à bon compte. Si les flics savaient ce qu'il avait prévu de faire, il aurait certainement pris beaucoup plus de ferme. En mai 1983, il est transféré à Écrouves, un centre de détention situé à une trentaine de kilomètres de Nancy. Il se montre irréprochable, comme il sait parfaitement l'être pour tromper son monde. Le juge d'application des peines de Nancy lui délivre même une permission de sortie de 2 jours. Le 27 février 1984, Guy pose le pied à l'extérieur de la prison. Contrairement à ce qu'il a fait croire au personnel pénitentiaire, il ne s'est pas du tout assagi. La violence bout en lui, et il compte bien la laisser jaillir à la moindre occasion.